Chers amis du PP, retour du soleil après une longue période de dépression qui nous a valu des pluies tout à fait intéressantes, puisque mes cuves sont pleines, voire elles débordent, ce qui sera peut-être, sans doute, utile cet été. Retour du jardinier à son potager, beaucoup de déplacements ces derniers temps, ce qui fait que j'ai guère le temps de faire des vidéos. Je suis dramatiquement en retard par rapport à des choses à faire, même dans un potager du paresseux. Et ceux d'entre vous qui sont un peu physionomistes, sans doute, voient encore quelques traits de fatigue sur mon visage. Un petit point ce matin sur les salades. Vous savez sans doute que si vous suivez mes vidéos, que je suis quelqu'un qui mange beaucoup de salades, beaucoup de légumes crus. En gros, j'aime bien quand ça croque et je déteste quand c'est de la bouillasse. Donc je déteste les épinards, bien que j'en ai des magnifiques là-bas. Je déteste les ratatouilles, ça va vous faire hurler, mais ça tombe bien, je n'ai ni courgettes, ni aubergines, ni rien de tout ça en ce moment. Donc salade cet hiver, ça a été par excellence les mâches. Les jours s'allongent furieusement en ce moment et donc les mâches s'allongent furieusement, elles montent en graines, c'est naturel, il n'y a rien à faire en tout cas avec les variétés traditionnelles. Donc ici dans la serre, j'ai quelques pieds reliquats qui ont survécu que je vais garder en porte-graines. À l'extérieur, j'ai récolté encore il y a quelques jours, mais ça y est, très vite, ça va monter. Et donc les choux aussi, donc je mange beaucoup de choux, choux verts, etc., en salade, donc qui ont bien résisté malgré un hiver qui chez moi était relativement rude. Par rapport à l'hiver précédent, j'ai atteint des températures basses, plus basses que celles de l'hiver précédent. Et donc maintenant est venu le tour des laitues d'hiver. Et là, je vais donc me concentrer sur les laitues d'hiver. Il y a une dame qui a laissé un commentaire, visiblement une très très grande inquiétude, puisque elle a marqué quelque chose comme que je suis un jardinier de YouTube et que je ne produis rien. Et elle a écrit rien en lettres majuscules, pour bien insister, je ne produis rien. Donc je voulais juste la rassurer. Je suis certes un jardinier de YouTube, mais j'ai été un jardinier avant d'être un jardinier de YouTube. J'étais un jardinier il y a 50 ans déjà, je l'étais il y a 30 ans en Afrique, je l'étais un peu partout, donc je voulais juste rassurer cette personne qu'elle ne se fasse pas du mauvais sang. Je sais bien que l'inquiétude est fille de l'ignorance. Quand on ignore, on se fait du souci. Donc voilà, j'ai, pour prendre la suite, des salades que j'ai énumérées, toute une batterie de salades de l'autre côté sur lesquelles, si j'ai le temps, je ferai une vidéo, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur ces laitues d'hiver. Premier point, le langage jardinier est parfois truffé de subtilité. On a tendance à penser que les légumes d'hiver, et c'est le cas pour certains, sont des légumes que l'on cultive en automne pour les manger l'hiver. Mais il y a un autre sens au terme légumes ou plantes
ou culture d'hiver, au sens agronomique, qui veut dire tout à fait autre chose, qui veut dire mettre en place à l'automne, laisser des petites plantules passer l'hiver pour qu'au printemps, très tôt, quand les jours commencent à s'allonger, que les températures de l'air et du sol commencent à monter, pour que cette végétation explose. C'est le cas en agriculture. Vous voyez en ce moment, si vous circulez sur les routes, des champs de blé d'hiver qui cet hiver étaient rikiki, vous voyez la terre à travers, et qui maintenant sont en train de se développer très très vite. Vous voyez du colza d'hiver qui cet hiver était relativement bas, relativement clairsemé, et selon la région où vous êtes, vous voyez qu'il commence à fleurir ces jours-ci. Ce sont typiquement des cultures d'hiver, enfin des variétés d'hiver, entendez, variétés à planter à l'automne qui passent l'hiver sous forme de petites plantules et qui vont se développer tôt au printemps, avant que ne frappent les canicules et avant que ne frappent les sécheresses estivales. Et c'est le cas de ces laitues d'hiver. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai fait là un petit essai sur 3 variétés relativement traditionnelles, peut-être un peu moins connues en France, puisque j'ai plutôt été pioché du côté de mes collègues allemands, autrichiens, etc. Et par ailleurs, je les ai plantés ici dans la serre qui est fermée, avec un système de tampon thermique. L'ensemble de ces deux choses devant servir à forcer ces laitues. Je lui redis, je l'ai déjà dit dans 3-4 de mes vidéos, mais je sais que cette idée-là, elle est tellement contre-intuitive que les gens ont du mal à y croire. Cette serre, bien que fermée, au niveau du ras du sol, lorsqu'il fait froid, ne protège en rien contre les gelées. Les températures enregistrées par les sondes ici à l'intérieur sont quasiment les mêmes. Je ferai un petit ajout parce que je n'ai pas encore téléchargé les données de ma sonde ici à l'intérieur, celle à l'extérieur, celle dans un autre châssis. Et je vous dirai ce qui s'est passé cette nuit ayant été ce que j'appelle la situation de, pardonnez-moi l'expression, de merde. Pendant bien une dizaine de jours, temps gris, flotte, flotte, flotte. Avantage, les températures ne montent pas très haut le jour, mais ne descendent pas beaucoup la nuit, donc on reste sur du positif, et donc aucune crainte de balayage par des gelées, donc de balayage des légumes frileux par des gelées. Et puis hier soir, à la tombée de la nuit, 20 heures passées, tout à coup les nuages qui dégagent, et dans la nuit, ce magnifique ciel clair rayonnant avec vent du nord, vent faible, mais qui assèche l'air, qui ramène son froid, et donc on a là une situation typique de gelée radiative telles qu'on peut les connaître au printemps. Je vous incrusterai les températures. De mémoire, à l'extérieur, on est descendu un peu en dessous de -4, et ici à l'intérieur, un peu en dessous de -3, -3,4 je crois. Donc voilà. Une serre ne protège pas contre les gelées radiatives au printemps ou à l'automne d'ailleurs, puisque ces situations-là se connaissent aussi à l'automne, mais moins graves parce que le sol est chaud. L'énorme différence entre une belle journée qui suit une période de froid
enfin de gris, pardon, au printemps et la même journée à l'automne, c'est que là, mon sol est froid et donc il joue moins son rôle de tampon thermique. À l'automne, il aurait 10 degrés, facilement 10 degrés de plus, et donc tout simplement, ces salades ou c'est n'importe quoi seraient protégées au ras du sol par le sol qui est chaud. Donc voilà laitue d'hiver, des laitues qu'on sème ou qu'on installe à l'automne. Celles-là ont été installées ici approximativement vers mi-octobre, semées en plaques de semis mi-septembre à peu près. Elles étaient toutes petites quand je les ai installées ici. Et pour en avoir le cœur net sur l'efficacité de ces systèmes de forçage, j'ai planté à l'extérieur, on ira voir ça, exactement ces mêmes variétés. Le même jour, même variété, issue du même semis, des mêmes plaques. C'est donc ce que j'appelle un essai, toutes choses comparables par ailleurs. Ce qui diffère, c'est juste les dispositifs visant à forcer. Tout le reste est semblable. Alors, 3 variétés à l'essai, disais-je, donc d'origine plutôt germanique. Une qui normalement dans la littérature, les catalogues allemands, est considérée comme une des plus résistantes, Nansens Nordpol, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne sais pas, je pense quand même que c'est une blague et qu'elle n'a pas été cultivée ni sélectionnée au pôle Nord, ici et là. Ensuite, 2 rangées, enfin une rangée et demie en fait, d'une classique germanique, Winterkönig, qui est notre reine d'hiver. Hein. Donc on la connaît en France, je pense, si ce n'est pas exactement la même variété, c'est une cousine. À noter que les Allemands parlent de König, c'est-à-dire de roi, et que nous, on a tendance à appeler des laitues des reines. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un sens à tout ça. Reine d'hiver, donc d'origine, enfin roi d'hiver, si je traduis littéralement. Et ici, une variété un peu moins connue chez nous, qui est la Neusiedler Gelber Winter, c'est-à-dire la salade d'hiver jaunâtre de Neusiedler. Ça doit être sans doute une bourgade, je pense, en Autriche. Alors, l'essai tel que je l'ai installé ne correspond pas tout à fait aux critères de toute chose égale par ailleurs. Ça n'a pas été très malin, mais bon, c'est l'alignement habituel de mes lignes dans cette serre, de le mettre comme ça, parce que vous doutez que ici sur le bord, avec l'eau qui descend le film plastique, il y a plus d'eau qu'il y en a ici au milieu. Et j'ai oublié de vous le dire, jusqu'il y a 2 ou 3 jours, où j'ai fait le premier tour d'eau avec le goutte à goutte que vous pouvez voir ici dans le fond, ces salades-là n'ont pas été arrosées du tout cet hiver. Mais j'avais la certitude qu'il y a suffisamment d'eau dans le sol. On est en pente, ça ne se voit pas nécessairement. Souvent, je plante la caméra de travers, et ce qui fait que vous avez l'impression que c'est plat, mais ça pend beaucoup, à tel point que j'étais obligé de mettre des piquets pour pas que ces boudins roulent sur mes salades quand elles étaient petites. Et donc, on peut penser, enfin c'est même évident et certain, que sous terre, l'eau, le front d'eau avance jusque vers à peu près le milieu de la serre, sans aucun arrosage artificiel. Alors maintenant, pourquoi un tour d'eau récemment?
parce que les salades là sont très sensibles au stress hydrique et avec la chaleur qui très vite va devenir excessive dans cette serre, le risque de montaison est énorme. Donc je reviens à cet essai qui n'est peut-être pas totalement réalisé dans les critères d'égalité entre chacune des variétés. Celle-là peut-être un peu plus d'eau que celle-là. Ici, pas les mêmes cultures. Souvent, l'été, ici à l'arrière, il n'y a pas grand-chose, alors qu'ici, il y a des courgettes, des poivrons, des aubergines, des tomates. Donc la fertilité n'est peut-être pas non plus exactement la même entre là et là. Pour ne léser personne, je dirais match nul, balle au centre. Je ne vois pas de différence significative, ni en termes de mortalité, quasiment aucune. S'il manque une ou deux laitues par-ci par-là, c'est que la récolte a commencé, ne vous trompez pas. Donc, résistivité au froid, résistivité ou résistance plus exactement à l'humidité de serre qui frappe gravement d'autres variétés là-bas où des rangées ont été gravement décimées par les pourritures, résistivité de ces vieilles variétés tout à fait remarquable. Ne cherchez pas autre chose. Vous avez là largement de quoi réussir vos laitues d'hiver. Je résume, préparez vos semis. Alors pour mon climat, vers mi-septembre, repiquez deuxième quinzaine d'octobre. N'essayez surtout pas d'avoir des gros plants. Rappelez-vous que plus un plant est petit, plus il résiste au froid, plus il se développe et plus il devient sensible. Regardez ces feuilles-là, ou celles-là qui rougissent. Elles sont victimes du petit froid qu'on a eu, alors que là-bas, vous avez des levées spontanées de différentes salades qui ne montrent aucun signe d'effet du froid. Là-bas, j'ai une plaque qui traîne. Je vais essayer de filmer et de l'insérer, qui a passé le même temps ici. Aucun signe que ça n'ait subi ou souffert du froid. Donc sortez-vous cette idée totalement erronée de la tête que une petite salade est plus sensible qu'une grande et donc on veut installer des grandes. Faites le contraire, n'essayez surtout pas de dépasser ces stades-là avant l'hiver. C'est là que ça résiste. Pensez culture du blé et jetez un coup d'œil à gauche ou à droite de la route si vous avez des champs de blé et vous verrez ce blé chétif comme ça fin octobre et qui va parfaitement passer l'hiver pour se développer en printemps. Appliquez cette tactique-là et seulement celle-là à vos salades d'hiver et tout ira bien. Pas trop d'eau, mais quand même suffisamment pour pas que ça se dessèche. Donc ça dépendra de votre situation. Peut-être que cette serre à plat n'aurait pas le front d'eau n'aurait pas avancé de la même façon et peut-être qu'il m'aurait fallu arroser. Seule façon de le savoir, un tensiomètre tel que celui qui est au milieu là de la serre, qui est un peu mon indicateur, mon feu rouge, mon voyant rouge. Donc voilà, je dirais que pas la peine de se prendre le chou. Nos variétés anciennes de laitue ont connu pire, ont connu des hivers plus froids. Ces variétés-là, dans les pays germaniques, passent une partie de leur hiver sous de la neige qui les protège, mais qui les noie d'humidité quand cette neige fond. Et si elles sont encore là, c'est qu'elles sont capables de résister à ça. Et donc ne cherchez pas, avec des hivers qui sont aujourd'hui moins rudes, profitez de cette sélection faite par les jardiniers du 19e et du 20e et cultiver des salades. Si vous n'avez pas des salades comme ça dans les trois quarts des régions, je mets juste entre, j'accorde
comment dire, une exception aux gens qui vivent en montagne. Hein. Donc plus on va monter en montagne et plus la fenêtre de culture va se réduire. À l'exception des gens dans les montagnes, si vous n'avez pas des salades comme ça en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et vous allez planter maintenant des salades qui vont se prendre les canicules probablement, enfin une chance sur deux, dès le mois de mai et qui, dès qu'elles seront comme ça à peine, vont monter en graines. C'est normal. Vous avez mal apprécié la situation. Alors je vais quand même en cueillir une pour mon repas de midi. Il ne suffit pas de parler. Récolte d'une laitue, je le rappelle. Donc regardez, elle n'est pas géante. Ah oui, chose intéressante qu'il faut que je vous filme en détail. On voit là les feuilles extérieures, celles qui ont passé l'hiver dehors, qui sont fripées. Ça, c'est la réaction de la plante qui, pour passer le froid de l'hiver, en quelque sorte, dessèche sa feuille, concentre les sucs, le cytoplasme des cellules, et du coup, c'est un peu comme si on avait séché cette feuille, mais en verre, sans la dessécher. Et ça donne ces feuilles fripées sur l'extérieur, signe de la réaction de la plante au froid qui arrive. Je laisse toujours cette couronne de feuilles ici parce que là-dessous, souvent, il y a une limace qui ne me gêne pas tant qu'elle est là. Et comme elle préfère manger, bon là il n'y en a pas, mais comme elle préfère manger ces feuilles qui se décomposent, ça c'est de la blédine à limace, hein, cette bouillie, elles n'ont qu'à la sucer. Et donc je laisse éventuellement pour les limaces ou les vers de terre qui vont venir chercher ça. Non, là je n'ai pas de limaces. Et en tout état de cause, limace ou pas limace, c'est à l'aisselle de ces feuilles vont se développer des nouvelles pommes qui des fois sont récoltables, donc ça fait un peu comme des petits choux de Bruxelles dont on peut faire une petite salade, et surtout qui vont monter en graines. Et donc, tout en ayant eu ma part de nourriture, ah ben elle est là la limace, la voilà. C'est rare que sous une salade, vous n'ayez pas de limaces. Donc la voilà, parce que je voyais quand même des petites traces de ci, de là. Voilà, donc j'étais surpris. Une petite limace. Qu'est-ce que je vais faire? J'élève des limaces, mais pas dans la serre. Un milieu beaucoup trop sensible, les auxiliaires, donc que ce soit des carabes, que ce soit des hérissons, que ce soit des orvets, etc., ont très peu de chances de rentrer dans une serre. Et donc, dans une serre, en général, les limaces dansent. J'en étais donc à ces graines qui se développent. Donc, vous avez votre part, vous avez éventuellement un rab et vous aurez les graines, puisque la laitue étant autogame, se fécondant elle-même, les variétés se conservent même l'une à côté de l'autre. Donc en fait, je vais garder un porte-graines de chacune de ces variétés et je vais cultiver évidemment très prochainement chaque endroit qui est libéré va être occupé par des courgettes, donc toute une série de légumes primeurs parmi mes chochottes. Voilà donc pour les laitues forcées, mais non protégées du froid par une serre qui ne protège pas des gelées, contrairement à ce qu'on pense, qui par contre commence déjà à chauffer maintenant, ce qui veut dire que là, il y a une croissance considérable, alors que dehors, j'ai peut-être 5 ou 6 degrés, c'est-à-dire que dehors, ça ne pousse absolument pas. Donc c'est ça le forçage, de même que la chaleur stockée dans ces boudins le jour va se restituer à mes légumes la nuit et donc contribuer au forçage. Ces boudins, donc remplis d'eau, polyéthylène noir,
sont simplement des tampons thermiques. Et donc tout à l'heure je disais que quand il fait gris, les températures du jour ne montent pas beaucoup, mais ne descendent pas beaucoup non plus la nuit, puisque les nuages vous protègent du rayonnement nocturne. Et évidemment, quand le ciel est clair, c'est tout à fait l'inverse. Ça chauffe beaucoup le jour et ça descend gravement la nuit. Et donc, c'est dans ces circonstances-là que les tampons thermiques sont extrêmement intéressants. Ces boudins noirs, pour l'instant, sont frais et rafraîchissent les salades. En fin de journée, ils seront chauds et ils vont réchauffer les salades durant la nuit. C'est ça le forçage, stocker la chaleur quand il y en a trop le jour pour le restituer la nuit quand il n'y en a pas assez. Ça peut, dans certains cas, donc tout dépend du climat, tout dépend de la longueur de jour, de la saison, etc. Ça peut être considéré comme un dispositif antigel parce qu'avec ça, on peut gratter 2 à 3 degrés. Et donc 2 degrés ou 3 degrés de plus, moins 1 ou moins 2, les chochottes sensibles crèvent, plus 2, elles survivent. Et donc ici, en extérieur, exactement les mêmes variétés. Dans ce châssis en polycarbonate, sur lequel, à l'automne, au moment où j'ai mis en place ces salades, déjà avant, j'avais enlevé les couvercles. Donc l'hiver, pour éviter le risque que ce soit abîmé par une tempête, par la grêle, etc. Et pour que les pluies pénètrent dans le sol et que ces 2 mètres carrés de sol ne soient pas privés d'eau, pour que les vers de terre puissent bosser, etc. L'hiver, j'enlève les couvercles ou les vitres de mes châssis, à une exception près qu'on verra. Et donc là, vous avez rigoureusement les 3 mêmes variétés plantées le même jour à partir des mêmes plaques de semis et livrées à elles-mêmes. Donc ici en extérieur, la température cet hiver est descendue chez moi en dessous de moins 14. Donc ces salades se sont enquillées du moins 14. Ces salades se sont enquillées l'épisode de neige sur lequel j'avais fait une vidéo, c'était quand, en décembre, je corrigerai si ma mémoire me trahit. Et là, vous voyez que, en l'absence de forçage, la situation n'est pas du tout la même. Il y a là un retard de croissance tout à fait sérieux, on va dire. Si vous regardez ces pommes-là, ce serait dommage de les couper. Elles sont en plein développement. Et à la réflexion, bien sûr, vous serez d'accord avec moi que ce sera plutôt une bonne chose, puisque je ne peux pas manger, combien il y en a là, 8, il y a 25 laitues, il y en a un peu plus là-bas en même temps. Donc le fait que ici ça ait du retard est tout à fait intéressant. Plus froid, plus en retard, plus d'humidité dans le sol. Le jour, des températures moins élevées, les laitues réagissent à la fois à la sécheresse mais aussi aux températures. Donc températures moins élevées, donc j'espère que même si les laitues sont sensibles à la longueur du jour, le risque que celles dans la serre soient speedées, on pourrait dire, par les températures trop élevées, par éventuellement le sol qui se dessèche, et que celles-là, elles traînent un peu les pieds, on va dire 10 jours, peut-être 15 jours,
ça m'arrangera parce que quand celles-là seront montées en graines, commenceront à monter en graines, j'espère récolter ici. Et sinon, j'ai déjà la nouvelle génération qui se prépare. Donc là, en extérieur, sans aucune protection, très très bonne résistance, même si ici, vous le voyez, un pied a disparu et celui-là a visiblement gravement souffert puisqu'il est tout rikiki. Je pense qu'il s'agit là notamment de limaces, limaces noires qui viennent ronger les racines par en dessous. Je pense que c'est ça l'effet qui est venu ici et c'est venu de ce côté-là parce qu'ici derrière, il y avait la saison précédente des choux et donc dans ces restes de choux qui ont pourri sur place, on en voit encore un trognon ici, dans ces restes de choux, je pense que ça a attiré les limaces. Voilà donc l'étude d'hiver, une culture à ne pas négliger sous nos climats, y compris les climats les plus rudes, ne pas hésiter à les exposer au froid, à la neige, au givre, à tout ce que vous voulez. Elles sont armées pour ça. N'hésitez pas, si vous n'avez pas actuellement des belles salades à manger dans votre jardin, sauf ceux qui sont en montagne, en altitude, c'est qu'il faut réviser votre stratégie, vous avez raté quelque chose. Enfin, je reviens, vous avez raté quelque chose ou vous n'aimez pas les salades. Donc ça, c'est tout à fait respectable. Hein. Vous ne voulez pas faire de salade, vous ne faites pas de salade. Il ne manquerait plus que ça, que je vous dicte qu'il faut avoir des salades. Quand vous n'avez pas de salade, il faut avoir des salades, vous n'avez pas raté votre salade, etc. Et puis voilà, oui, vous faites ce que vous voulez, quoi. Hein. Moi, je vous dis comment on obtient facilement, sans aucun traitement, sans engrais. Oh merde, j'ai complètement oublié d'attirer votre attention sur tout à fait autre chose. Heureusement que je déconne là. Avez-vous remarqué que ces salades-là, ici à l'extérieur, sont plus pâles que celles dans la serre? Je vais incruster 2 gros plants et ça vous sautera aux yeux. Enfin, j'espère. Et alors, comment est-ce que ça s'explique? Eh bien, vous avez là un très bel exemple des effets du lessivage des reliquats d'azote durant l'hiver. C'est exactement, si vous avez été attentif aux champs de blé ou aux champs de céréales d'hiver, mais en général c'est des blés, à gauche et à droite de votre route quand vous circulez, ces blés étaient jaunes pâles comme ces laitues. Il y a, on va dire, un mois, ça dépend un peu de la région, hein. Donc vous adaptez ça à votre climat. Et puis tout à coup, ils sont devenus verts, mais presque bleus, parce qu'il s'est passé une chose très simple. L'agriculteur a apporté une fertilisation azotée. Alors, je n'ai pas mis de fertilisation, ni ici, ni là-bas, mais il y a une différence. Elle est très simple. Réfléchissez juste 2 secondes. Couvercle enlevé, toutes les pluies, même si elles n'ont pas été colossales cet hiver, on doit frôler les 300 mm, ce qui est bien, hein, ce qui est plus que ce que peut retenir mon sol. Donc là, il y a eu de l'alimentation de nappe, il y a eu des entraînements de nitrate. Et puis là-bas, sous la serre, il y a un toit. L'eau a été déviée sur les côtés, elle est arrivée par les côtés, mais là-bas où poussent mes salades, les nitrates, ce qu'on appelle les reliquats de nitrates à l'automne, étaient encore en place ce printemps quand la croissance a repris. Donc là-bas, mes salades trouvent une partie des reliquats de nitrates, une bonne partie des reliquats de nitrates présents à l'automne. Ici, en sol relativement nu, avec des toutes petites salades qui ont été incapables
d'absorber et de retenir ces nitrates, puisque ces salades-là poussent au printemps et non pas à l'automne, et bien là, les nitrates ont été entraînés par les pluies et mes salades font la tronche maintenant, elles ne les trouvent plus. Ben oui, mes chochottes, il fallait installer vos racines, il fallait récupérer, il fallait faire des réserves, il ne fallait pas glandouiller. Voilà, vous avez fait les cigales, vous avez dansé, puis maintenant il manque l'azote. Voilà, c'est tout. Alors je pourrais bien évidemment apporter un petit coup d'urine pour corriger ça, donc sans recourir à l'ammonitrate ou à un quelconque engrais azoté bio de type sans dessécher, etc. Mais en fait, non, je ne vais rien faire. Elles vont se démerder. Au lieu d'en manger une grosse, j'en mangerai 2 petites, puisque de toute façon, j'ai trop de salade. Alors un tout petit ajout au montage sur cet argumentaire qui est incomplet. Donc effectivement, lessivage des nitrates reliquats à la fin de la saison précédente, c'est une des raisons qui explique ce manque de vigueur. La deuxième raison est liée au forçage. Les tampons et les températures plus élevées dans la serre comparée à ce châssis ouvert va avoir une conséquence également sur l'activité biologique du sol et donc l'activité des nitrates qui vont transformer les matières azotées du sol en nitrates assimilables par les plantes. Et donc là aussi, avantage à la serre durant cette période froide, dans la mesure où l'accumulation de chaleur le jour, ou jour et nuit compte tenu de l'effet des tampons, ces deux phénomènes vont donc conduire à une meilleure alimentation azotée des cultures dans la serre comparativement à l'extérieur ou comparativement à un châssis ouvert comme celui-là, donc qui n'a guère de différence avec l'absence de châssis, donc avec une culture extérieure sans technique de forçage. Voilà une petite précision pour que l'ensemble des paramètres soit justement pris en considération. Alors un deuxième petit ajout sur les températures. Si vous avez regardé attentivement les images, vous avez vu que en plein milieu de ces laitues d'hiver avec les boudins bêta-solar, il y avait une sonde. C'est la sonde numéro 5. Et donc j'ai été extraire les données enregistrées par mon dispositif au petit matin du 5, du 6 et du 7 avril, sachant que le 4, le 5 et le 6, il faisait beau, et puis ça s'est couvert, les températures sont remontées. Alors quand vous regardez sur le tableau les chiffres de ce que j'ai appelé serre sonde numéro 1, c'est-à-dire la sonde qui se trouve au milieu de la serre, là où il n'y a pas le dispositif bêta-solar, vous voyez qu'au petit matin, la température minimale, ce sont les minimales enregistrées, les nuits en question, donc il faudrait lire quand c'est marqué 5 avril, au matin du 5 avril, quand c'est marqué 6 avril, au petit matin du 6 avril, le minimum a été donc respectivement de moins 3,2
puis de moins 2,4, c'était déjà remonté un peu, et de plus 3,6, nuit couverte. Les nuages ont fait écran et ça ne s'est pas refroidi exagérément par le phénomène de radiation. La sonde numéro 5, donc CER5, entre parenthèses bêta solar, donc celle qui est à proximité immédiate des boudins de tampons thermiques, c'est respectivement moins 2,3, moins 1,5 et plus 3,9. Alors analysons rapidement ces chiffres. Si vous comparez les deux sondes du haut, vous avez l'effet positif du dispositif bêta solar. Et vous voyez que par nuit claire, début avril, donc avec des journées qui sont encore relativement courtes, l'écart est de plus 0,9 degrés. On gagne à peine 1 degré du fait de la présence de ces boudins. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le mois d'avril, évidemment, le rapport de force entre charge, quantité de chaleur chargée le jour et quantité de chaleur perdue la nuit va s'inverser. Les journées seront de plus en plus longues, donc le soleil va cogner sur ces boudins de plus en plus longtemps, et à l'inverse, les nuits seront de plus en plus courtes, donc les boudins vont perdre de moins en moins de chaleur. Et donc le 7 avril, par temps couvert, l'efficacité est tout à fait minime dans la mesure où il a fait gris le jour, donc les tampons ne chargent pas, et il a fait gris la nuit, donc c'est pas descendu beaucoup, même en extérieur la température était positive, donc tout va bien puisqu'il n'y avait pas besoin des tampons. Donc c'est ça montre assez clairement le côté un peu astucieux de ce système. Il marche bien quand il y en a besoin, il marche moins bien quand il n'y en a pas besoin, mais on s'en fiche. La seule chose, c'est ce que j'ai déjà évoqué, situation traître, où il a fait gris pendant un certain temps, ça c'est pas chargé, donc ça ne marchera pas bien, mais ça s'éclaire, le ciel s'éclaircit durant la nuit, donc en fin de journée, et donc on n'aura pas beaucoup de charge et une énorme décharge, et c'est là que de temps en temps on a une situation qui peut tourner au drame. Deuxième aspect que vous voyez là, j'ai mesuré donc, enfin je vous ai indiqué dans le tableau l'écart à la fois entre la serre et l'extérieur, donc qui est de plus 1,5 degré le 5 avril, plus 1,2 le 6, plus 1,1 le 7 avril. Donc voilà ce qu'apporte dans ces conditions-là une serre seule, sans tampon. Donc durant cette période-là, la serre a malgré tout eu un effet positif, mais qui aurait été insuffisant pour protéger les plants. Donc ça ne contredit pas ce que j'affirmais dans la vidéo précédente. Regardez en haut, serre numéro 1 milieu, on avait moins 3,2 ou moins 2,4 le 6 avril, ça veut dire les chochottes étaient cuites. Bien qu'elle ait, dans ces circonstances-là, un petit effet positif, il ne s'est pas produit cette situation qui est quand même rare, mais qui se produit de temps en temps, où à l'intérieur, il fait moins froid, il fait plus froid qu'à l'extérieur. Cet écart est évidemment réduit lorsque, je reprends, le bénéfice du dispositif
est augmenté, non pas réduit, par la présence des tampons bêta-solar. Se rajoute donc le gain de plus 0,9 lié le 5 ou le 6 avril, lié au boudin. Et donc par rapport à l'extérieur, on gratte plus 2,4, plus 2,1 degrés. Malgré tout, le 5 avril, avec moins 2,3, CR plus bêta solar, ça aurait été très juste pour des chochottes seules, alors que dans le châssis, on a une meilleure efficacité de ces tamponnages liés à la couverture que je rajoute. Donc voilà un tout petit peu pour poursuivre ces considérations sur les températures et sur ces stratégies printanières autour à la fois du forçage de certains légumes tels que ces laitues d'hiver ou de l'élevage de plants qui est plants de chochotte qui est beaucoup plus délicat. Bon, admettons-le, parfois être en retard a du bien. Donc ça fait presque un mois, 20 jours que j'ai commencé cette vidéo et que je n'ai pas pris le temps de la monter. Ça a du bien, pourquoi? Parce que dans un passage, j'affirme qu'il n'y a pas de différence très nette entre les variétés. Et j'avais parlé un peu trop vite, puisque avec un peu de recul, ici en extérieur, tout comme en intérieur, il me semble que la variété Nansen's North Pole prend le dessus. Elle prend le dessus dans sa régularité. Vous voyez qu'il n'y a aucun manquant, et à part une plante là-bas, une laitue là-bas, qui est peut-être pas dans la caméra, mais légèrement plus faible, c'est très très régulier, alors que les deux autres variétés, la Winterkönig ici et la Neusiedler là, sont beaucoup plus irrégulières, et ici il y a un manquant. Ça peut être un accident, hein, mais disons il y a 2 ou 3 pieds nettement plus petits que les autres. Donc avec une certaine prudence, mais ça se répète à l'intérieur de la serre, je serais tenté de dire que Nansen's North Pole a une petite longueur d'avance cette année, hiver donc un peu plus sévère que d'habitude, que ce soit en totalement découvert ici, hein, donc une culture comme s'il n'y avait pas eu le châssis, et en couvert à l'intérieur. Et voilà donc ici à l'intérieur, Nansen's North Pole est ici à gauche, avec vraiment les plus belles laitues que j'ai en ce moment. C'est sur la Winterkönig et sur la Neusiedler, qui ici au premier rang a pratiquement entièrement été récoltée, que j'ai eu un peu plus de dégâts du gel. Là vous pouvez voir qu'il y a encore des feuilles qui sont mortes. Alors ce sont les dégâts des gels que je vous ai montré en détail sur la vidéo qui est en ligne, qui ensuite de temps en temps se généralisent. Voilà donc, je vais les multiplier toutes, donc les pieds qui sont ici en bout de ligne, je vais les garder comme porte-graines, je vais les laisser monter en graines, et puis, mais un petit penchant pour le pôle Nord. Alors deuxième petit ajout, j'avais essayé de ci, de là, tout un ensemble d'autres variétés, elles aussi mises en place à l'automne, pas nécessairement le même jour que celle là-bas. Donc la comparaison n'est pas vraiment stricte
et rigoureuse, mais quand même quelques indications de la rouge grenobloise ici. Là, il y en a devant, qui se défend bien, qui c'est plutôt un type à feuilles gaufrées, hein, donc un peu Batavia, donc elle a un autre goût, a bien passé l'hiver. On verra que en extérieur, c'est peut-être même une des plus top après ces laitues d'hiver. J'ai essayé différentes variétés, on va dire sélection récente, très utilisée par les maraîchers professionnels. Dans mon système, un peu, on va dire, négligent, elles n'ont rien de fulgurant. Elles sont même, on va être clair, très décevantes. Ici, c'est Kira, donc une laitue vendue comme laitue de serre. Il y a quelques pieds qui ont survécu. J'ai eu beaucoup de dégâts de limaces à partir de ces grosses touffes de gingembre miyoga qui ont été un refuge à limaces, et donc l'essai a en partie foiré. Donc Kira ne m'a pas impressionné du tout. Là-bas, la rouge plus resserrée, celle-là ici, c'est Shentai. Shentai, bon, ce pied-là a dû souffrir pas mal. Il y en a un autre pied, rien de fulgurant. Il vaut bien mieux utiliser la rouge grenobloise qui là-bas très largement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là-bas, on va tourner la caméra. Là-bas, j'ai 2-3 variétés avec à peu près les mêmes résultats. Alors quand même un petit bémol à ce que je viens de dire. Ici, matinale, une Batavia spéciale culture sous abri qui s'en est pas mal sorti du tout, même si j'ai eu de façon un peu surprenante pour une laitue, enfin une salade conçue, sélectionnée pour une culture sous abri, j'ai eu quelques pourritures, sans doute de type sclérotonia. Mais celles qui ont survécu, là, notamment celle-là, il y en a qui se sont fait étouffer par des levées spontanées de côte de bête, mais celles qui ont été dans des bonnes conditions sont magnifiques. Là, une autre variété, il faut que j'aille voir si je retrouve l'étiquette. Là, une autre variété, donc de laitue. Pareil, sélection récente. Elle s'appelle Minibar. Des fois, je me demande où est-ce que les sélectionneurs vont chercher leur nom. Elle se défend pas mal, sans clairement apporter un plus par rapport aux variétés, on va dire, anciennes que je vous ai montrées. En général, ces sélections récentes se caractérisent par des feuilles plus serrées, des pommes plus denses. C'est un peu, on va dire, la mode en ce moment. Là-bas derrière, un peu caché par ce radis que je garde en porte-graines, encore une variété nouvelle qui ne m'a pas ébloui du tout. Zoumaï, une feuille de chêne de sélection récente, donc plus serrée, beaucoup plus serrée que les feuilles de chêne traditionnelles. Mais bon, là encore, c'est pas fulgurant, mais il faut dire que à la décharge des salades qui se trouvent ici, tout l'hiver, je n'ai pas arrosé du tout. Et si en haut, l'eau est rentrée par le bord, ici, à un moment donné, là, avant que je ne relance l'irrigation, une fois mes cuves pleines, pour notamment les fraises qui se trouvent ici sur le bord,
ici ça a souffert de sécheresse. Donc peut-être une conclusion un peu hâtive, je vais garder un peu de zoumaï pour, comment dire, pour approfondir un peu les observations. Il ne faut pas juger juste sur une année. Bon, petit ajout, je ne sais pas ce que j'avais cet après-midi, je me trouve au moment du montage très sévère avec l'une ou l'autre de ces variétés modernes. Je ne sais pas, peut-être que le café n'avait pas agi, je devais être grognon, parce que notamment ici pour Zoumaï, le fait d'avoir ces têtes de feuilles de chêne très très serrées est quand même extrêmement sympathique. C'est ce qu'on trouve énormément dans les magasins. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous cultivez la traditionnelle feuille de chêne et les élancez les feuilles les unes après les autres, et quand vous achetez des feuilles de chêne, qu'elles soient rouges ou vertes, vous avez aujourd'hui les variétés modernes avec des têtes extrêmement serrées. Quand vous coupez, vous avez, je ne sais pas moi, 30, 40 feuilles en une touffe. Et j'ai complètement esquivé cet aspect-là à l'instant. Pour ce qui est de Kira, en fait, l'étiquette avait été déplacée. J'ai vérifié dans les catalogues, celle dont je pensais que c'était Kira n'était pas Kira, et les Kira étaient une laitue hivernale qui s'est très bien comportée, dont je vais mettre les photos pour que vous puissiez juger par vous-même. Voilà donc ces deux correctifs. Il y aura peut-être donc des choses modernes que je vais conserver, notamment par rapport à cette densité du feuillage, densité des pommes. Autre sorte de salade d'hiver, l'escarole. Et là, je vais vous raconter une drôle d'histoire. Ici, derrière ce châssis, j'avais planté au printemps dernier une scarole connue pour être une, adaptée pour les cultures de printemps. Donc j'avais planté ici une rangée. L'an dernier, 2022, sécheresse, canicule précoce, manque d'eau, je n'ai pas arrosé, je n'ai jamais mangé de cette scarole spéciale printemps. C'est la grosse bouclée 2, si vous cherchez la variété dans un catalogue. Grosse bouclée 2 qui donc très vite est montée en graines. Réaction tout à fait normale, quelque chose à quoi il va falloir s'habituer avec l'augmentation des sécheresses. Réaction tout à fait normale des salades qui résistent très mal à la fois au stress hydrique et au stress thermique. Donc température élevée, manque d'eau, et les salades montent souvent avant que vous n'ayez eu le temps de les manger. Ça, c'est normal, c'est écrit d'avance, et donc on aura de plus en plus ce problème avec nos cultures de salade. Et puis, à l'automne, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ces salades, bien qu'indiquées dans les catalogues comme une salade, une scarole de printemps, eh ben, j'ai là, à cet endroit-là, une levée spontanée de cette grosse bouclée d'œufs. Je prends un certain nombre de ces plantules qui à l'époque étaient donc petites. Je vais voir si j'en ai une de cette taille-là, ici. Non, celles-là sont trop grandes.
Allez, on va prendre celle-là. Voilà, plus petite que ça. Je les extrais et on va aller voir à 3 ou 4 endroits ce qui s'est passé. Donc celles-là, c'est celles qui sont restées, qui ont passé l'hiver dehors, qui sont en train de paumer, c'est sans doute beaucoup dire, probablement très prochainement, elles vont monter et refaire des graines. Alors crosse bouclée 2, j'ai rempli ce châssis à partir donc des plantules prélevées plus haut. Tout l'hiver, il y avait les vitres qui sont posées derrière, mais tout l'hiver, il y avait une cale. Donc l'objectif ici était de protéger ces scaroles de l'humidité, la température à l'intérieur étant la même qu'à l'extérieur. Donc j'ai enlevé ces vitres ce matin, c'est pour ça que la terre est sèche, malgré le fait qu'il ait plu cette nuit, parce que là, évidemment, la messe est dite. Vous voyez que ces scaroles ont commencé à monter et donc je vais dégager parce que j'ai besoin de ce châssis pour, comme petite limace, pour mettre des melons que je veux forcer. Donc mes melons primaires, il y aura dans 2 jours, dès que j'ai le temps de terminer, je remets une épaisse couche de foin cette fois-ci, puisque le risque de gelée est considérablement réduit. Je mets une épaisse couche de foin pour nourrir mon sol, pour fertiliser, etc. Alors que là, on était en sol nu. Très exactement, à l'automne, il restait un peu de foin, il en reste toujours quelques miettes, mais donc là, je n'avais pas remis de foin à l'automne quand j'ai planté ces grosses bouclées d'œufs. À une exception près, hein, c'est toutes ces laitues ont survécu, ont produit, on en a récolté un certain nombre. Il y a ici des trognons qui restent un peu partout. Une chose intéressante que je pourrais vous montrer. Et le reste maintenant, trop tard. Hein, ça n'a pas été consommé à temps. Ce que je voulais vous montrer, c'est cette cardamine. Et quand vous l'effleurez, vous le verrez peut-être, elle projette ses graines. C'est sa façon à elle de se disséminer, cardamine que j'aime beaucoup, puisque au printemps, ça pousse spontanément. Et c'est une toute petite salade sauvage que j'aime bien mélanger à ma mâche. C'est pour ça que je la laisse fleurir. Et elle a cette propriété de, quand vous touchez, les gousses, c'est des siliques. Les gousses des brassicacées s'appellent des siliques qui explosent et qui projettent les graines. Donc là, le fait d'avoir abrité de l'eau réussit à 100%. Le seul problème, donc, c'est qu'il y en avait de trop du fait que j'ai fait cet essai à large échelle. Donc, on va être obligé maintenant de les dégager, mais dans une autre vidéo, vous allez voir que cette salade, cette scarole, a une utilité très précieuse dans le potager du paresseux. Alors j'en ai repiqué quelques-unes dans la serre, où une partie aussi a déjà été récoltée. Et puis ce qui reste maintenant, vous voyez que la montaison est beaucoup plus avancée que dans le châssis. Donc ça montre que l'effet du forçage, donc température plus élevée, a eu un impact sur l'avancement de ces cultures et donc sur le fait qu'elles vont monter beaucoup plus vite. Alors je vais en garder une pour faire mes graines. Allez, on va encore s'égarer un tout petit peu et on va me dire que c'est long, mais peu importe. Donc quand parmi une population donnée de plantes,
on a le choix, on fait de la sélection. Sélectionner, c'est rien d'autre que choisir. Et là, il faut savoir ce que l'on veut sélectionner. Sélectionner, ce n'est pas juste laisser faire la nature en disant ben, je vais en prendre une au hasard, elle se sera améliorée, le fameux « elle a appris », auquel je ne crois pas beaucoup. Mais sélectionner, c'est appliquer une sorte de cahier des charges. Qu'est-ce que je veux de ces laitues, de ces scaroles? C'est qu'elles passent l'hiver. Elles ont toutes passé l'hiver, donc je ne sais pas choisir, est-ce que celle-là est plus résistante, est-ce que celle-là est plus résistante, est-ce que celle-là est plus résistante? Je ne sais pas parce que l'hiver n'a pas été assez froid dans cette saison. Et par conséquent, je ne vois pas, puisque ce n'est pas écrit dessus. Par contre, quelque chose que je vois très facilement, est que parmi tous ces pieds qui sont là, il y en a qui sont en avance dans la montée en graines, celui-là par exemple, celui-là, et d'autres qui traînent des pieds. L'autre qui est là-bas, ou celui-là. Voilà, c'est les deux qui sont le plus en retard. Et donc, la tentation, si on ne réfléchit pas, c'est de dire « Ah ben celui-là, c'est un beau pied, bien vigoureux, etc. Je vais mettre un piquet, une étiquette, et je vais le garder pour faire ses graines. » Et en fait, j'aurais sélectionné, très exactement, j'ai une certaine probabilité d'avoir sélectionné le pied qui monte en graines le premier. Donc ça va exactement dans le sens contraire de ce que je recherche, c'est-à-dire d'avoir des salades qui montent le plus tard possible en graines. Donc bien évidemment que ma sélection consiste à choisir celui-là que je vais piqueter, comme j'ai piqueté ici de la mâche, comme j'ai piqueté là de la clétone de Cuba. Là, il y aura un piquet, grosse boucle les deux, Didier 2023. Avec l'espoir, et rien de plus que l'espoir, que le fait qu'il soit en retard soit lié à la génétique. Si ça se trouve, je me trompe complètement, celui-là, il a été perturbé par je ne sais pas quoi, par des limaces qu'il avait rongées dans un premier temps, par des rats-aux-pieds qui sont venus lui bouffer les racines en dessous, et il est en retard pour tout à fait autre raison que la génétique, et j'aurais fait chou blanc. Mais il n'est pas impossible, il y a une certaine probabilité, que ce plan-là est une génétique qui est plus favorable à une montée en graines tardive. Et donc c'est lui que je vais choisir sans savoir si je fais bien ou pas. Ça c'est l'avenir qui le dira. Sélectionner, c'est un travail excessivement ingrat parce que le hasard joue un grand rôle, en tout cas dans les sélections dites massales. Ce type de sélection s'appelle une sélection massale, c'est-à-dire au sein d'une population. Je dis, lui, je le garde. Enfin, une troisième partie de ces scaroles ont été plantées ici en extérieur. Et là, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, il y a beaucoup de manquants liés pour l'essentiel à une certaine pression de limaces. Ici, il y avait des choux de Milan de Pontoise et là-bas des navets, toutes choses qui ont maintenu une population de limaces assez importante et qui régulièrement s'en prenaient donc à ces scaroles. Sans doute aussi effet du froid, hein, donc qui et du froid humide, hein, qui a fait souffrir ces scaroles. La température au sens strict, c'est pour ça que je viens de me reprendre un peu,
la température subie par ces scaroles ici, en extérieur, est mathématiquement à 1/10 de degré près, la même que celle dans le châssis découvert que je viens de vous montrer. Seule différence ici, c'était soumis à l'aléa de la pluie et par conséquent, ces plantes-là ont beaucoup plus souffert du froid par le fait qu'elles étaient humides. Donc là, je dégage un peu, il y a à la fois de la mâche et de la Véronique de Perse pour que vous puissiez voir ces salades-là. En revanche, donc, comme vous le voyez, elles ne sont pas encore montées en graines. Donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être que j'aurai une petite récolte à ce niveau-là. Théoriquement, mais je n'ai pas encore fouillé là-dedans, il devrait y en avoir sous ces tunnels nantais. Tunnels nantais qui étaient bien évidemment couverts. Ah ben c'est là-bas. Hein, donc là, j'ai enlevé les bâches plastiques quand fin février, l'humidité, les pluies sont arrivées, puisque donc il y avait la bâche plastique par-dessus pour les protéger de la pluie. Et donc, même phénomène que dans la serre, ces scaroles non récoltées sont montées en graines. Voilà donc l'effet. Tout ça, même génétique, même source, même origine des plantules, c'est les différents dispositifs qui font que c'est plus ou moins avancé. Toujours des limaces. Donc, il faudra que je vous fasse une vidéo parce qu'il y avait d'autres salades. Il y a ici de la rouge grenobloise. Il y a ici, je ne sais plus quelle laitue d'hiver, si je retrouve les étiquettes. Et derrière, ça commence aussi à monter. Voilà donc pour ces scaroles et le devenir d'une même variété. Au passage, notez que pour une laitue dite spéciale printemps, elle s'en tire pas mal du tout, en sachant que l'hiver, cette année, a été plus sévère que le précédent. Hein. Donc pour des plantes peu résistantes, le résultat serait encore meilleur. Alors là, comme j'ai des petits pois gourmands dans ces trous, j'aménage avec ces vieilles laitues un piège à limaces. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est une vidéo en cours. Je vous montrerai que si elles ont le choix, les limaces vont sur les matières organiques qui se décomposent et tout singulièrement sur, par exemple, des scaroles qui partent en pourriture. Là, vous aurez les limaces dessus sans aucun doute possible, mais ce sera une autre vidéo. Si ça continue, il va falloir que ça cesse. C'est pour ceux qui connaissent du Hubert Félix Thieffen dans le texte. Non, je vais m'arrêter, mais je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié un détail qui n'en est pas un. C'est que tout l'hiver, en tout cas tout le début de l'hiver, ces laitues étaient couvertes par ce qui s'appelle un P30, un voile d'hivernage, qu'on appelle aussi des non-tissés, parce que c'est des fibres, je crois que c'est du polyéthylène, collés ensemble par le passage entre deux rouleaux chauds. Et donc ce simple petit voile permet de gagner au ras du sol entre 2 voire 3 degrés sans rien faire d'autre. Donc ce dispositif a été en place jusque vers février à travers l'hiver. Hein, donc il reste en place en permanence.
Ça pèse très très peu, ça s'appelle P30 puisque 1 mètre carré pèse 30 grammes, ce qui n'est rien et qui n'abîme pas les légumes. Ça garde aussi un peu l'humidité et donc dans une serre en hiver, ça peut être contre-productif en provoquant certaines pourritures que j'ai évoquées tout à l'heure, mais que j'ai omis de filmer. Il n'y a plus guère de traces, mais un certain nombre des pieds de salade pourrissent sur pied en hiver en raison de l'humidité qui dégouline en permanence. Là aujourd'hui, temps un peu gris, soleil de temps en temps, la serre est trempée à l'intérieur, ce qui est parfaitement nuisible aux légumes. Voilà donc P30 que j'ai rangé maintenant, enfin rangé, que j'ai mis de côté. Je ne sais pas si on peut appeler ça rangé, donc il n'est plus en place. Voilà. Et donc ça vous donne maintenant tous les éléments pour adapter votre stratégie pour avoir, si vous le souhaitez, des salades en sortie d'hiver, en début de printemps, avant que n'arrive la nouvelle vague des semis forcés. Alors, comme j'en ai suffisamment, j'ai même pas ou très peu de plaques de semis de salade dans mes châssis puisque j'en ai pas besoin. Je vais passer de ces salades aux semis faits début janvier qui sont prêts maintenant, donc semis en place dans la serre fait en début janvier. Et on va se séparer là-dessus avec plein d'autres choses. Je vois ici un de mes tensiomètres, un de ces quatre, il faudra quand même que je vous parle aussi des tensiomètres. Bon, je crois que ce ne serait pas très poli de partir comme ça sans vous saluer. Avant ça, je voulais vous dire qu'il y a une variété qui est absente de mes expérimentations en matière de laitue hivernale, dont on m'a dit beaucoup de bien, dont malheureusement je n'ai pas trouvé facilement des graines. Je m'explique, je déteste sur un site internet commander un sachet de graines en payant le port. Donc la plupart de mes graines viennent d'un ou deux semenciers, en plus de choses que je trouve dans les magasins, les jardineries, quand j'y vais. Cette variété, c'est Bacchieux, dont une youtubeuse allemande qui ne raconte pas de bêtises prétend que chez elle, donc dans le milieu, dans le centre de l'Allemagne, cette variété connaît même de la croissance en plein hiver. Donc j'aurais bien voulu l'inclure dans ces tâtonnements. Malheureusement, je n'en avais pas les graines. Voilà donc, j'ai oublié de dire aussi que sur les semis là des plantules, des laitues en train de se développer pour reprendre la relève après que les laitues d'hiver soient montées en graines et fini leur cycle, j'ai une série de variétés qui ont la particularité, qui ne sont pas des laitues d'hiver ou qui pourraient aussi s'appeler des laitues d'hiver dans le sens où on les sème en plein hiver et où elles sont capables de lever sans particulièrement de dispositif de chauffage ou quoi que ce soit. De mémoire, il y a dans ce que vous avez vu Paris Island
qui s'appelle aussi Saint-Blaise, donc une romaine. Il y a une laitue qui s'appelle la gotte jaune d'or. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ben, il y a de la feuille de chêne qui a cette capacité aussi de germer dans des sols froids. Et il doit y avoir une Batavia, pardon, la Saint-Antoine, dont je rappelle toujours que les laitues de la Saint-Antoine, c'est à la fois une tradition de semer, y compris en Alsace, des laitues du temps de mon père et du temps de mon grand-père. On semait des laitues à la Saint-Antoine, dont, si ma mémoire ne déraille pas ce soir, c'est le 17 janvier. Donc neige, pas neige, 50 cm de neige. Traditionnellement, on semait cette laitue qui, par ailleurs, est devenue une variété. Alors, bien évidemment, elle ne germait pas par température négative, mais dès que la neige fondait et dès que les conditions devenaient favorables, elle germait. Donc, Saint-Antoine est aussi une variété, c'est une technique ou une façon de cultiver cette laitue. Donc, une des laitues que vous avez vues là est de la Saint-Antoine. Voilà, je crois qu'avec ça, vous savez tout. Et si je vois encore en mars, avril, dans des contrées clémentes, beaucoup plus clémentes que la mienne, des jardins vides, des gens qui achètent des salades, etc., je me dis que là, c'est plus de la paresse. Ne confondez pas paresse avec fainéantise. La paresse, c'est réfléchir si quelque chose vaut la peine d'être fait, si ses bénéfices sont supérieurs aux inconvénients que cela a. J'espère vous avoir convaincu qu'il est relativement facile d'avoir des salades très tôt au printemps, des salades paumées, des salades prêtes à être mangées, sans beaucoup de chichi, en se rappelant que les rustiques encaissent des -15, ce n'est pas un problème, à la condition que ce soit abrité de la pluie. Je ne vais peut-être pas donner l'explication, ça paraît un tout petit peu magique et je sais à quel point beaucoup de jardiniers ont tendance à être imaginatifs en matière de trucs fantastiques. Il n'y a rien de fantastique à ça. Les laitues, particulièrement, mais aussi l'escarole, ont un inconvénient, c'est d'avoir des grandes feuilles, beaucoup de feuilles, et des feuilles relativement poreuses, parce qu'on les a sélectionnées pour se manger facilement. Donc contrairement à un poireau ou contrairement à des feuilles de chou qui ont une épaisse cuticule de cire qui fait que les gouttes d'eau perlent dessus et ne rentrent pas, laitue et scarole voient l'eau rentrer dans les feuilles. Or, pour résister au froid, ces plantes, toutes les plantes, concentrent le cytoplasme qu'il y a dans les cellules. C'est la façon d'éviter que ça gèle à l'intérieur des cellules. Et lorsque il pleut, eh ben, cet effort que font les plantes de concentrer leur cytoplasme est annihilé par l'eau qui redilue les feuilles et donc qui annule le travail, entre guillemets, qu'ont fait ces laitues. Et voilà pourquoi des poireaux ou des choux de Bruxelles, des choux de Milan, etc., restent dehors. Vous n'avez pas besoin de les abriter sous un dôme. Et voilà pourquoi les scaroles que vous avez vues sans aucun abri
ont souffert, que ce soit les premières que je vous ai montrées, il en reste pas mal, mais il y en avait beaucoup plus, beaucoup ont pourri, que ce soit celles que je vous ai montrées après les tunnels nantais, décimées à la fois par les limaces, mais aussi parce qu'elles avaient pourri, et les limaces d'ailleurs sont venues parce qu'elles avaient pourri. Donc voilà la clé, elle est toute simple, et à partir de maintenant, j'aimerais bien que, mis à part, je l'ai déjà dit en introduction, ceux qui sont en altitude avec des conditions encore plus sévères que les miennes, tous les autres, si vous n'avez pas de salade en ce moment, vous n'êtes pas des paresseux, vous êtes des feignants. Point. Alors, ciao les paresseux, ceux qui ont des laitues, ciao les feignants. J'espère que l'année prochaine, vous aurez l'ambition au moins de devenir des paresseux. Ciao et à une prochaine.